نرجو ندوة شعبية التي نرجو لها الاستمرار والتطور والانفتاح. التحليل النفسي ليس فقط طريقة في العلاج، تعتمد كما تعرفون على الاستماع إلى الشخص المقدم عليه تجربة النفسي الشخصي، بل هي أيضا معرفة بالمسارات النفسية. لا أعتقد أننا في غنى عنها، وهو معرفة متجددة أو تحاول أن تكون كذلك. ماذا يمكن أن يقول التحليل النفسي في كل عصر عما ينفلت من العقل؟ الحقيقة في كل عصر هناك ظواهر لا يمكن فهمها على ضوء المعارف الإنسانية، على ضوء المنطق. ما الذي يجعل شخصا يلقي لست أدري يحرق نفسه ويقبل على حرق جسده؟ إذا التحليل النفسي يهتم بما ينفلت من عقلنا، ويهتم بالألم والقلق ودوافع التدمير وفقدان الموضوع ورفض فقدان الموضوع على نحو مليخولي، بما أن المليخولي هي رفض الحداد على الموضوع المفقود. ماذا يمكن أن يقول عن اجتماع القتل والانتحار في العملية التي تسمى إرهابية؟ وماذا يمكن أن يقول عن العقد الذي يجمع بين الشاب الجهادي والمجموعة التي أصبح ينتمي إليها؟ ما هي طبيعة هذا العقد؟ أي تماهيات identification يقوم عليها؟ وماذا يمكن أن يقول التحليل النفسي عن هذه الرغبة في محو الماضي ومحو التاريخ كما بدت لنا في ذلك الفيديو المؤرق الذي يصور لنا تدمير أقدم التماثيل الممثلة لحضارتنا ما بين النهرين. Jeunes qui fournissent la matière humaine au terrorisme et ses différents développements. C'est un immense réservoir de vie dans les pays arabes, plus largement musulmans, que épuiser cette énergie létale, mortelle, destructrice. Ce qui était considéré comme la chance de ce monde, sa jeunesse, est donc en train de servir à ses malheurs. À devenir l'une des entraves les plus dangereuses pour son avenir. Si les États, et pour ce qui nous concerne, spécialement l'État tunisien, n'entreprennent pas un grand projet avec le concours de la société civile. Et donc, ça c'est une donnée importante, que tous ceux qui vont sur le terrain ne sont pas des combattants, c'est une donnée pour le retour, quand ils reviennent. On ne traite pas de la même façon ceux qui ont combattu et ceux qui ont été pour, je ne sais pas, faire les courses, faire les machins, c'est autre chose. Leur traitement, parce qu'il y a un traitement. Si on entre dans la question du traitement de la radicalisation, il faut imaginer des dispositifs qui ne sont pas que des dispositifs de condamnation et de sécurité, pas seulement de l'amnistie, comme je l'ai entendu dire. Ça c'est fou, mais traiter aussi uniquement par la sanction, tout le monde de la même façon, c'est aussi stupide. Là-dedans, il y a des gens qui sont paumés, perdus. Alors, le nombre élevé de jeunes Tunisiens partis au djihad est souvent attribué aux campagnes d'endoctrinement propagées dans les mosquées et relayées par les réseaux de recruteurs qui ont été tolérés par les autorités de l'État au cours des 4 dernières années. Il y a sans doute à ce niveau une responsabilité, ne serait-ce que d'avoir laissé les réseaux de transfert. Parce que ce qu'il en est de la radicalisation, il n'est pas nécessaire qu'elle se passe par des gens qui sont réels. Ça peut se faire d'une manière virtuelle, comme je vous l'ai dit, je ne sais pas si je l'ai dit, mais 90% aujourd'hui
de ceux qui entrent dans le djihadisme en France, c'est par l'ordinateur seulement, donc par des recrutements virtuels. Ils sont radicalisés par Internet, par la vision de vidéos, etc., mais aussi par des contacts qui se passent par Internet. Les Tunisiens imaginent aujourd'hui des campagnes de contre-radicalisation. J'ai vu des affiches, mais ce n'est pas avec des affiches. Ils font mener véritablement un travail de contre-radicalisation et de déradicalisation, c'est-à-dire pour les jeunes qui vont revenir ou qui veulent partir. On ne peut pas se contenter seulement de les retenir, il faut faire quelque chose avec ça. Il y a des expériences qui sont faites. Et donc il y a le djihadisme, ce n'est pas seulement la guerre, c'est la visée de peuplement par des djihadistes et la création de communautés de djihadistes en Syrie. Très souvent, ces départs en famille, les témoignages que nous avons à l'un des candidats sont justifiés par la volonté d'expier des péchés. De nous. Quand vous regardez quels sont les péchés, il y a très peu de choses. Je suis sorti en boîte, j'ai fréquenté les filles, et aujourd'hui ce n'est plus possible. Ce n'est pas des criminels. Et donc, la culpabilité, c'est une culpabilité sans raison consciente, véritablement, ou accrochée à quelques raisons conscientes, c'est une culpabilité inconsciente. Je parle des jeunes. Il faut bien distinguer les jeunes, les adolescents qui partent, disons, les chefs, c'est une autre structure psychique. Nous n'avons pas affaire à la même personnalité, c'est pas la même chose. Et donc cette dimension de la culpabilité inconsciente, elle est très présente chez ces jeunes. Vous savez que l'adolescence, c'est le moment où il y a une récapitulation. L'adolescent repasse par certains nombres de conflits et de détresse infantile. Il les repasse pour sortir de ça et devenir adulte. Il ne revit pas tout, mais certains moments. Par exemple, il y a un moment, je vais éclairer cette histoire de l'idéal parce qu'elle me paraît un point très important. Chaque enfant humain, chacun d'entre nous, nous connaissons une première étape de notre enfance marquée, on l'appelle le narcissisme primaire. Le narcissisme primaire, c'est la chose suivante, c'est que l'enfant, que nous sommes tous, que nous étions, se prend lui-même pour idéal. Il est son propre idéal. Il est dans la toute-puissance. Il est prince, princesse, Goldorak, Superman, tous les jeux que vous voyez. Il est cela. On appelle ça le moi idéal. Un albitré. C'est lui-même qui est son propre idéal. Mais petit à petit, il va commencer à déchanter, il va voir que ça ne tient pas la route. Très longtemps, et d'ailleurs les parents vont l'aider à ça, ils vont l'aider à sortir de cette position, en lui montrant que voilà, la réalité ne coïncide pas avec ça. Et donc il y a un moment très important, il bascule. Il va s'installer des doutes dans un premier temps, et vous pouvez remarquer ça, ceux qui ont des enfants peuvent le voir, comment il bascule de moments il devient susceptible, voilà, il bascule d'un moment grandiose où ils sont vraiment très, très grands, héroïques, à des moments où ils se déprécient et se dévalorisent. Mais ensuite, il y a un véritable moment d'effondrement de ce narcissisme, de ce moi idéal, qui devient intenable. Alors, c'est là, vous voyez bien que dans ces moments-là, que s'inscrit beaucoup de pathologies. Il y en a qui ne peuvent pas renoncer. Pourquoi? Pour différentes raisons. Il n'y a pas de parents pour soutenir ce passage pour les enfants. C'est là que se produisent pas mal de catastrophes qui vont donner des troubles psychiques qui sont liés au narcissisme. Donc, les troubles psychiques les plus graves sont les troubles qui sont liés au narcissisme. C'est du narcissisme, ça. Hein.
Et donc il y a un moment où, au fond, tout ça, ça s'effondre, et l'enfant va basculer, il va basculer, et ce n'est plus lui-même son propre idéal, mais il va chercher des idéaux à l'extérieur. Les parents, le frère, les figures héroïques les histoires qu'il peut entendre. Et à ce moment-là, on appelle cette bascule, ce n'est plus le moi idéal, l'idéal du moi, c'est-à-dire le moi qui va se projeter vers l'extérieur, مثال الأنا. أنا المثال مثالي مثال الأنا. Il y a un renversement complet. Et ce renversement est un moment très, très important. Et les adolescents repassent par ces moments-là. C'est pour ça qu'ils souffrent. Il y a cette souffrance de l'idéal chez les adolescents. Ils sont à la recherche, justement. Ils reconstituent les idéaux. Et c'est à ce moment-là qu'ils sont donc les plus vrais dans la confiance en lui-même, mais la confiance dans les autres est ruinée. Donc vous voyez que c'est là qu'il est touché. On peut dire, donc, de la radicalisation, qu'elle est dirigée, conduite par la fonction des idéaux, qui sont liés à la construction du sujet humain. Et lorsque un sujet humain ne parvient pas à constituer, à s'articuler avec ses idéaux, eh bien, figurez-vous, il ne dit pas, alors il peut dire je suis impuissant, je suis nul, je suis quelqu'un qui ne vaut rien, il a honte de lui-même. Et lorsqu'il rencontre quelqu'un qui va lui permettre de sortir de là, de se rehausser jusqu'au sacrifice, il peut être preneur. Donc je disais que l'idéal et les idéaux, c'est de la dynamite. Et quand dans une société il n'y en a pas, je peux vous dire que ça peut aller très très mal. D'une certaine manière, je me demande parfois si le nombre important de Tunisiens qui sont partis n'est pas dû à la déception. Vous voyez donc la fonction de la déception, à la déception qui a suivi la Révolution. On peut se demander, il y a les réseaux bien sûr qu'on a dit, mais quand même il y a des recrutements à la base. Il y a des jeunes qui se sont probablement sentis beaucoup plus abandonnés après la Révolution qu'avant. À cause de quelque chose qui, justement, a fait défaut dans ces idéaux de la Révolution. Je ne suis pas en train de porter un jugement. Une révolution ne réalise pas ces idéaux comme ça du jour au lendemain, mais l'impact de ça chez certains jeunes peut être très très important. Ils sont dans une période de crise, ils ne peuvent pas se dire oui, c'est pour demain, pour après-demain, pour 4 ans, pour 5 ans. Il ne faut pas oublier, alors, idéaux de la haine, pourquoi? Parce que à partir du moment où un sujet ne peut pas, ne parvient pas à construire quelque chose dans cet hiatus entre lui-même et les idéaux, il s'installe dans la haine. Dans la haine de son entourage, de son environnement, de la société. Et cette haine va devenir une position à travers laquelle il va justement satisfaire quelque chose de ses idéaux. La haine permet ça. L'idéal, c'est des idéaux, c'est pas que de l'amour. Vous n'avez qu'à lire les hymnes nationaux, vous verrez que c'est pas gentil, les hymnes nationaux. Hein? L'hymne national, c'est ça, c'est l'idéal. Regardez bien, même le nôtre, celui qu'un sang impur, la brève notion, c'est pas. Ah. Bon. Regardez, voilà, ça dit beaucoup de choses. Je vais passer très vite parce que on a une discussion sur les types de haine, il y en a plusieurs. En tout cas, ce que on constate chez ces jeunes qui s'engagent, ce sont des jeunes qui ont connu un moment de ce que nous avons appelé la dépression d'infériorité et que nous voyons bien qu'il y a quelque chose qui a cloché dans leur capacité de retrouver quelque chose de l'idéalité constitutive de quelqu'un qui va exister d'une manière satisfaisante dans une société.
société et qu'elle va s'articuler avec les idéaux de haine. Et ce n'est pas suffisant pour devenir violent. Il y a une étape supplémentaire qui fait entrer quelqu'un dans les actes auto- et hétérosacrificiels, c'est-à-dire il sacrifie les autres. C'est une étape qui arrive à ce qu'on appelle l'idéal mélancolique. C'est-à-dire que le sujet va viser, où on lui propose d'occuper une place tellement haute dans l'idéal qu'il est sorti de lui-même, carrément. C'est pour faire, pour dire schématiquement. Il n'occupe plus son moi, il n'occupe plus son corps. Il est prêt à ce moment-là à mourir, sans problème. Vous avez quelque chose qui absolument qui le montre, c'est que, par exemple, le type qui a fait les attentats à Copenhague, 2 jours avant, sa page de Facebook est devenue une page d'annonce de sa mort. 2 jours avant. C'est-à-dire, les frères Koweshi, pareil. Vous savez qu'ils ont laissé leur carte d'identité dans la voiture, ils ont tout fait pour se faire attraper, et après, ils sont allés, ils sont sortis pour se faire tirer. On constate qu'ils font, d'une certaine manière, une sorte de rétro-planning qui part de leur mort. C'est ça la position mélancolique, de l'idéal mélancolique. Dans le livre de David Thompson, alors là, il y a un témoignage qui est absolument extraordinaire, un jeune djihadiste. Il dit à sa mère essaie de le persuader de revenir, etc. Donc il parle au téléphone. Voilà ce qu'il lui dit. Dieu a décrété ma mort avant même ma naissance. Ça, la position mélancolique. Vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'il est déjà mort avant de naître. Ça, c'est un grand fantasme mélancolique, destructeur. Et donc, ceux qui passent dans les actes violents se mettent dans des postures de cet ordre-là. Ils sont prêts à mourir, ils sont prêts à tuer, ils sont prêts à commettre n'importe quelle exaction, n'importe quelle atrocité. Ils ne sont plus dans des sujets de vivants, ils sont déjà morts. Après, c'est la réalisation. Alors, je voudrais terminer par dire quelque chose de... En fait, ce que je veux dire d'une manière très très brève, c'est que c'est ceci, que tous ces gens-là, peut-être ils auraient fait autre chose, ils seraient allés dans les crimes, ils seraient suicidés, ils auraient fait des boisies. Je suis tombé, il a dû passer par un moment de haine de lui-même et un moment de mélancolie. Est-ce que le fait que les textes sacrés considèrent les musulmans comme supérieurs à tous les autres et que ce même musulman, surtout les jeunes, sont confrontés à une réalité tout autre, que finalement, réellement et dans la vie, il n'est pas supérieur du tout, voire très très inférieur, et que justement, tout cela fait que cet idéal haineux est nourri de plus en plus. La clémence, Dieu est clément, et il est redoutable, et partout. Vous prenez la Bible, vous prenez tous les textes. Je ne vous dis pas des textes dits religieux de l'Inde, qui sont d'une cruauté très très grande. Il y a les deux versants, le versant haineux et le versant d'amour, le versant clément. Ce sont les croyants qui choisissent, souvent. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on dit le problème, c'est l'islam, c'est l'islam. Mais le problème, ce n'est pas l'islam, c'est les musulmans qui choisissent dans l'islam ce qui va faire que l'islam va être ceci ou cela. Dans l'islam, il y a les deux, il y a ce qui est bon et ce qui est pire. Prenez... moi, j'ai découvert, mais vous peut-être le savez, que, par exemple, les hadiths, plus on s'éloigne du prophète, plus ils augmentent.
C'est bizarre quand même. Ils augmentent dans le mauvais sens. Hein. C'est pas, je ne sais pas si une étude a été faite. Si vous prenez une courbe et vous placez haine, amour et vous regardez, vous allez voir que les hadiths augmentent dans le sens de haineux. Oui, Ibn Hanbal, Ibn Hanbal, c'est par rapport par rapport à ça. Et donc, voilà, il y a un moment où les héritiers de l'islam choisissent ou bien d'accentuer le versant haineux, ou bien d'accentuer le versant clément. Et donc c'est ça aujourd'hui. Et je dis que le problème, j'ai presque envie de dire, le problème ce n'est pas l'islam, c'est les musulmans eux-mêmes. C'est les héritiers qui n'assument qu'une partie de l'héritage, qui font un tri. Nous devons faire un tri. Mais alors, dans quel sens? Voilà, l'idéologie islamiste est une idéologie qui a choisi vraiment le Dieu obscur, le Dieu terrible, le Dieu qui se venge, le Dieu vengeur, et elle promeut ça, et elle capte la jeunesse qui est mâle, comme toutes les jeunesses, j'allais dire presque toutes les jeunesses du monde. Et ils ont une responsabilité historique, mais terrifiante. Mais en même temps, ils ne sont pas sortis comme ça. Et on voit bien qu'il y a une réalité aussi, la réalité de l'occupation, la réalité de l'humiliation de ce monde, de sa domination. Elle est vraie. Le monde arabe, il est dans l'état qu'il est à cause de ses propres... des Arabes eux-mêmes, mais ils sont aidés pas mal. De l'intérieur et de l'extérieur. Donc, voilà, la question aujourd'hui n'est pas tellement, à mon sens, n'est pas tellement l'islam, mais ce que nous choisissons de faire apparaître de l'islam. Les musulmans, je pense, ne se sont pas donné les moyens de désactiver les versets qui poussent encore à la haine. Et donc, il n'y a pas eu, en fait, une réforme religieuse réelle qui ouvrirait réellement les portes de la réinterprétation. Oui, mais c'est pas... Il y a ça, oui. Tu ne peux pas me demander à... Alors, je vous ai oublié de vous dire une chose très importante qu'il faut savoir, c'est que si Terzi, قال لي وقت سألوا ça c'est très important. وقت سألوا هذوما الشباب سألوهم شكون عندهم ثقة. أكبر الأجوبة هي الإمام أولاً. عندهم ثقة في الإمام. Ensuite la famille, l'Aïd. Il y a intérêt à bien former les imams dans ce pays. Parce que vous voyez, c'est... La famille, l'Aïd. Ça dit... c'est pas, il ne faut pas demander l'impossible à des hommes de religion, leur dire il faut désactiver. C'est pas ça. C'est dans les choix qui peuvent être faits. Ça, sans désactiver, sans dire je débranche cette sourate ou je débranche l'autre, c'est pas comme ça que ça se passe. Les religions qui se sont réformées n'ont pas décidé simplement de débrancher. Contextualiser. Voilà, contextualiser. On peut tenir les plus beaux discours du monde face à un jeune de 17 ans qui veut jouer un rôle, être reconnu, faire quelque chose de grand. Ce que nous lui apportons comme réponse est en deçà de ses attentes. Et c'est là le véritable défi. C'est là le véritable défi. Plus vous commencez à relever, mais il faut que ce travail-là soit considéré comme une urgence nationale. Peut-être pas seulement nationale d'ailleurs. Merci, chef. اللي ما حبيتش مانيش راجل في العلوم النفسيه، من اللي تقدم لي اليوم ابهرني جدا. الملاحظه نتاعي هي من ناحيه اخرى. اللي حاصل في تونس وحسب رأينا هو التراكم. هو التراكم عنده اكثر معناها اكثر من فتره طويله ياسر في تونس. لكن احنا ما نجموش نحكيو على تونس من غير ما ناخذوها بعين الاعتبار على اللي قام به الغرب بصوره عامه. سامحوني باش نفتح قوس صغير ولو ممكن باش نطول شويه، سامحوني. لما نحاول باش نكون وجيز. انا في رايي اللعبه تحسمت بالنسبه للبلدان العربيه في الثمانينيات، وقت حرب افغانستان ووقت حرب العراق وايران.
اللعبة من وقتها تحسمت لنا احنا، ضدنا احنا بالتحديد. معناها التراكم اللي احنا نعاني فيه اليوم هو من 1980 بعد ما الغرب قام بكزوز حروب هذوكم وانتج حاجة جديدة اسمها الإسلام السياسي. عدو جديد، على خاطر وقتها قضى على العدو القديم اللي هو كان الشيوعية. عام 80 89 انهزمت الشيوعية وفال الاتحاد السوفيتي، جابوا لنا عدو جديد اسمه الإسلام السياسي. أكيد احنا ما نجموش في الوضع نتاع اللي كنا فيه من عام 80 حتى ل 2011 ما كانتش فما حريات اللي احنا نجموا نفسروا، عنا قدرة باش نجموا نحكيوا على الموضوع هذا بكل حرية. الوضع اليوم متغير جديد. أنا موافق الأستاذ ونثمن الكلام نتاعو الكل اللي تونس وقعت فيها ثورة، وأكيد اللي هي وقعت فيها ثورة. اليوم احنا موجودين في قاعة نحكيو بكل حرية وبكل طلاقة، كأني قاعد في يونيفرسيتي دو باريس، توا قاعد معاكم هنا نتفكر في روحي 35 سنة تالي، ونعتز بذلك وأفتخر بذلك. الحاجة الوحيدة اللي هي قاعدت ما زالت فيها إشكالية كبيرة في البلاد هذه هي اللي الجامعة قاعدت في شيرة والشعب والشباب قاعد في شيرة. الإضاءة التحليلية النفسية، وكم نحن في حاجة إلى إضاءات مماثلة من مجالات معرفية مختلفة، لا أستثني التاريخ ولا علم الاجتماع ولا الأنثروبولوجيا السياسية والثقافية ولا حتى الأنثروبولوجيا الدينية، وحتى الدراسات الفقهية قد تساعد على إضاءة هذه الإيديولوجيا التي تنتشر انتشار النار في الهشيم دون أن نتجرأ علميا على الأقل بين ظفرين على وضع الإصبع على الداء وتفكيك هذه المنظومة الإيديولوجية. عندي جملة ملاحظات فقط أستاذي العزيز. تحدثتم منذ قليل عن ما يسمى بالتركيبة وبالمسارات، وتحدثتم عن المسارات النفسية دونا عن المسارات الاجتماعية السوسيولوجية، وإن جاء في حديثكم ما يشير إلى ذلك، وهذا مهم جدا لأن الإيديولوجيا لا تتجسد في أفعال فردية، هي تتجسد من خلال استراتيجيات فعل، استراتيجية داكسيون، وهذه لا يصنعها الفرد، تصنعها الجماعة. إذن مسألة الانتماء إلى الجماعة مسألة مهمة جدا، سواء من حيث التحليل النفسي أو من حيث يعني التحليل السوسيولوجي، أو خاصة من زاوية نظر يعني علم النفس الاجتماعي، بسيكولوجي سوسيال. أقول أن السياق الاجتماعي والسوسيولوجي مهم. نحن نعيش في تونس ما يسمى بالجيشان الاجتماعي، فترة جيشان، ديفيرفيسونس سوسيال، وهذا ما معنى ثورة، يعني انقلاب في القيم، انقلاب كذلك أو تغير دعنا نقول في البنية الاجتماعية. هل حددنا ما هي التغيرات التي أصابت البنية الاجتماعية في تونس حتى ينتج مثل هذا الجيشان؟ وهل نحن بصدد دراسة هذه التغيرات إن على مستوى الخطاب وإن على مستوى الممارسات الاجتماعية؟ لا، أقول لا، ليس هناك دراسات ميدانية، وحتى إن كانت فهي دراسات معزولة. واسمح لي أستاذي الكريم أن أشير ولو إشارة، لا أريد التحدث عن نفسي، لكن هذه إشارة لا بد منها حتى يعني يعرف الناس ما الذي هو بصدد الإنجاز الآن. أنا يعني قضيت سنتين كرئيس وحدة بحث حول السلفية الجهادية بالمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، وأنجزنا جملة من الأعمال والدراسات، وخرج مؤخرا في ديسمبر 2014 كتاب مهم. للأسف الشديد أنه معظم المهتمين بالظاهرة لم يتدارسوه، هو بعنوان السلفية الجهادية في تونس، الواقع والمآلات. وأنا شخصيا أشرفت على تحريره، وكان لي يعني الشرف أن يكون عندي في بحث بعنوان مقاربة نفسية اجتماعية للظاهرة السلفية في تونس، وفيه كذلك دراسات بيوغرافية مهمة لمسارات لقياديين، واثنين لقادة ميدانيين، وثلاثة لأتباع. أنتم ركزتم أستاذي العزيز على الأتباع، هذا مهم، وقلتم أنه يتم عملية يعني استقطاب وانتداب إلى آخره، لكن من يقوم بذلك؟ هو نفسه لم يكن سلفيا جهاديا قبل أن ينخرط بالجماعة. ما الذي يجعله ينخرط؟
ثم ما هو المسار الذي اتخذه، وما هي الصفات الكاليتي، الصفات التي تجعل منه اما قائدا ميدانيا او قائدا تنظيريا انجاز التعبير. وهل ممكن ان هذا التابع البسيط ان يصبح غدا قائدا ميدانيا؟ ما هي الشروط؟ وهذا القائد الميداني كيف له ان يستوعب جمله الطروحات الايديولوجيه حتى يصبح هو نفسه منظرا؟ وهذا سؤال كبير في تونس. هل السلفيه الجهاديه في تونس لها منظروه توانسه؟ هل هي متونسه بين ظفرين؟ الاسلام السياسي الكلاسيكي عاجز الى حد الان على ايجاد تنظيرات تتوالى مع الواقع، فما بالك بهؤلاء السلفيه الجهاديه. اعذرني على الاطاله استاذي، يعني ملاحظه حركات الاسلام الكلاسيكي هي يعني حركات عائليه انجاز التعبير. يعني حزب النهضه مثال، نجد عائله نهضويه، إذا كان الأب نهضويا غالبا ما تجد الزوجة نهضوية وكذلك الأطفال، وبذلك عاشت الحركة طوال 3 أو 4 عقود. هذا غير متوفر في السلفية الجهادية، هي مسارات فردية، اختيارات. معظم الذين تحدثت معهم، وتحدثت يعني أكثر من 60-70 سلفي جهادي، منهم من ذهب إلى سوريا ومنهم من ذهب إلى ليبيا ومنهم من عاد ومنهم من توفي. الغريب أنه معظم العائلات هي ضد اختيار هذا المسار. تقول لك وانا عمري ما سمعت به، ما في باليش به، ولدي يقرا على روحه ودار سلكوه عمل لي تليفون قال لي هاني في طرسوس، هاني في اللاذقيه. هذه يعني ملاحظه لابد من اخذها بعين الاعتبار، وهنا اهميه التحليل النفسي. الملاحظه الثانيه مساله الانتماء الى جماعه. اظن يعني هناك بعد سبق لي ان تحدثت فيه معك سابقا، هو هذا البعد البسيتوثيرابيك الشبه استشفائي الذي يعالج الفرد الذي ينتمي إلى جماعة من مما أسميته أنت الاكتئاب والمثال المجروحي إلى آخره. واثنين، مسألة مهمة، مسألة العدوى النحالية، لا كونتاجيون سيكتير. لأنه التحليل بمصطلح السيكت، مصطلح النحلة، يكون أحسن من التحليل بمستوى حركة اجتماعية أو حركة سياسية. هذا لابد من وضع، لأنه فيه دراسات مقارنة بين بروز لسيكت في أوروبا في الغرب وبروز يعني لسيكت هذوما النحل هذوما عندنا. لابد إذن من وضع اليد على هذه الإشكالية. واسمح لي على الإطالة. Je ne vais pas être très longue. J'ai 2 petites questions et un petit témoignage. Donc, première question psychanalytique. Quand vous avez répondu à madame, j'ai senti l'approche de Mélanie Klein, j'ai senti le clivage Rahman al-Rahim ou Shadid al-Iqab. La solution psychanalytiquement parlant serait-elle dans un objet total, dans la perception d'un objet total, ou comme entité? Ça, c'est une petite question. Deuxièmement, où est le corps dans toutes ces études, dans toutes ces approches, dans votre lecture? Le corps outil, le corps meurtrier, le corps d'un djihadiste et le corps de la victime. Parce qu'on a eu des choses extraordinaires. Moi, je me suis penchée de près, entre parenthèses, je suis psychologue. Et donc, je me suis penchée sur des expériences اللي صاروا في تونس. Et آخر حاجة اللي حاولت أني ندرسها c'était حادثة طويرف, première décapitation في تونس. Parce qu'avant, c'était des égorgements. لكن الناس اللي تخدم على الإرهاب sur terrain, décapitation est un virage. أول راس تقص في تونس c'était طويرف. Et c'était quelque chose d'extraordinaire dans le sens où الإعلام وقت يتناولها حسب رأي الناس اللي جات تحلت في les plateaux c'était extrêmement superficiel. 2 personnes في كرهبة, واحد منهم حرس بالcarte service il était en civil, والآخر خوه qui est un citoyen lambda. Alors on décapite le premier, le deuxième grelotté de froid, gris, le djihadiste ينحي البلوزون تاعو ويدفيه. Donc nous on sait très très bien que العباد اللي تخدم على هذا تعرف اللي الحكايه الكونجونكتور كلها في تونس ارض جهاد ولا ارض دعوه. غدوه لو كان يعدوا لهم المود اوردر انه تونس ارض جهاد يديكابيتري لي دو. دونك لو فات انك تدفي واحد وتقص راس واحد على خاطر كومون تو بيرسوا الطاغوت
entre guillemets, et l'autre n'est pas encore tarout, le jour où il sera perçu comme tarout, peut-être qu'il sera décapité de la même manière. Alors, il y a ça aussi. Alors, deuxièmement, ce sont mes deux questions, Clay et le corps. Mon petit témoignage, c'est, moi je pense que l'approche doit être systémique pour répondre à la question que faire. L'impunité de Ben Ali s'est gangrénée en nous, elle s'est métastasée. Il y a de l'impunité à tous les niveaux maintenant. Je travaille avec les enfants, je travaille في معناها الطبقات نتاع التعليم الكل. J'étais معناها mandatée par PNUD باش نعمل حاجة على الأمية المرتدة، c'est-à-dire الناس اللي قرات عامين ثلاثة من بعد رجعوا أميين. Parmi les causes نتاع أمية الفتيات والأمية المرتدة في الأرياف العنف périscolaire, c'est-à-dire اللي داير بالمدرسة في المدرسة. Quand je dis عنف وقت تمشي اليوم en 2014-2015 تشوف شنو صاير في المدارس الابتدائية والثانوية والإعدادية، المعلمين ولا السادة اللي هما des relais identitaires, monsieur. Des relais identificatoires auxquels l'élève doit s'identifier باش يعاود يصلح son idéal, etc. sont des bourreaux. Je le dis, je l'assume. Ils sont des bourreaux maintenant de différentes manières. في طبقات العنف اللي تعرفها الكل. فما حتى اللي ما نعرفش واكتشفتها. En allant للشمال الغربي لقى في تطاوين فما مدارس ولات أبو غريب. Je ne dis pas Guantanamo est plus clément que مدرسة ولاد زفالة في طبرق. C'est Abu Ghraib. Tu as des maîtresses d'école qui prennent des cailloux, ils au moral et lobes d'oreille et ils pressent jusqu'à ce que l'enfant saigne en 2015. Donc l'impunité la plus absolue. Mais il faut dénoncer tout ça. On dénonce. Le coup tu vas dénoncer. Le coup tu vas dénoncer. Quelle presse, monsieur? سامحني يا مول. Merci. D'accord, c'est un privilège, mais voilà, on le dit في المكتبة الوطنية. Bravo, merci beaucoup. Il ne faut pas se scandaliser. Non, je vais, s'il vous plaît, je vais juste dire ce que je pense. Quand vous parlez, je suis désolée, ma règle à moi, c'est que quand il s'agit d'enfance, d'éducation, donc ça c'est ma devise. Moi c'est ma devise. Alors le problème il est, quand je dis toutes les formes de violence, je parle de ça, de la violence physique, de la violence sexuelle non dénoncée, mais je parle surtout de ce que j'appelle moi aujourd'hui la violence religieuse. La violence religieuse devient quelque chose qui gangrène le système éducatif. Mais le petit déi, عذاب القبر اللي تحكي عليه سي فتحي راهي حاجة extrêmement banalisée et tolérée, monsieur. مش في الأرياف، في قلب تونس والمنار والنصر وأريانا. حاجة très importante parce que تبدأ غادي في البريمير أنا جنساني في معهد عالي لإدارة الطفولة 3/4 الطلبة متاعي ما عاد تدخل لا للدانس لا للموسيقى خاطرها معازف شيطان. Donc vous imaginez, monsieur, ça c'est des cadres qui seront معناها باش نكلفوهم باش يتلهوا بأولادنا par la suite. Dernière chose, et je termine avec ça, vous avez cité monsieur Terzi plusieurs fois, donc j'ai une requête auprès de vous, monsieur. Dites-lui que وقت اللي ندستروا الحقوق الثقافية في الدستور العظيم qu'on a pendu بعد ولادة عسيرة qui a duré 3 ans. دستور الحقوق الثقافية doit commencer sur le terrain. Dites-lui que دور الشباب qui sont le premier relais في دستور الحقوق الثقافية sont factices. Ils ne font absolument rien. Actuellement, et je termine avec ça, je travaille مع دور الشباب pour offrir un produit gratuit اللي هو projection débat de courts-métrages tunisiens qui traitent de différentes choses, y compris du djihadisme. Vous savez quel est le problème qu'on a rencontré? C'est qu'un animateur في دار شباب تونسي برتبة أستاذ وأستاذ أول مطالب باش يخدم 18 ساعة في الأسبوع مقسمين كالآتي 3 سوايع في النهار العشية برك avec un lundi qui est un férié 3 سوايع من ماضي ساعتين ل5 نوصلوا ماضي ساعتين ونص نروحوا ل4:30. Et entre-temps, quand il y a des enfants et des jeunes qui veulent s'éclater, pour ne pas aller faire éclater des gens, etc., il n'y a pas quelqu'un pour les garder, pour faire le babysitting. Et ça, ce n'est pas 1 ou 2 ou 3 cas isolés, c'est partout. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, l'approche doit être systémique. La lutte contre l'impunité de ces gens qui détiennent nos enfants en otage, في جميع مراحل التعليم. من الكتاب حتى للتعليم العالي. Et puis,
l'idéal, la haine que vous êtes en train de décrire est distillée par ces gens-là, parce que nous n'offrons pas en tant qu'enseignants un modèle identifié. أخاف أنا من ديكتاتورية الشباب. هذه الديكتاتورية فكرة أن الشباب هو الكل هو الكل هو الحل وما إلى ذلك، حتى يصير عندنا نوع من الديكتاتورية هي الشباب. وهذا الفعل نجرى عنه ماذا؟ نجرى عنه عقد نفسية لدى الكهول، وأنا منهم. بعد الثورة لا احنا يا ولدي ما عندنا عاد شيء، كلكم مش الشباب راهو احنا عاد شيء. والشباب منين جا؟ ما متاعنا هم متاعنا اولادنا وكذا، وكنا شبابا وكنا نحلم. فبودي ان يخف التعديل من هالشيء هذايا، لان في نظري ربما ما نراه يعني سائد هو ايديولوجيا الان، ايديولوجيا تعمل على جانب نفسي اللي هو الكسل. الإنسان ميال إلى الكسل. فالآن الإيديولوجية الموجودة هي إيديولوجية الجهل، وثم حاجة حتى ما يمكن تسميته أنا عندي الجاهل الموسوعي. الجاهل الموسوعي هذا تلقاه في الفضائيات يحكي بكل شيء، عالم جليل يحكي بكل شيء ويعرف حتى كذا. ثم حتى شكون يقول لك اش كان الرسول صلى الله عليه وسلم شو يقول مع ابو بكر في غار حراء، يقعد ساعه ونص ويحكي لك اش كانوا يقولوا مع بعض. فهنا يعني ثم ناس هبلت بالجهل مش بالعلم. وهذا اللي كان يحكي فيه الاستاذ قبل قليل. معنى بالفعل معناها كانت الناس تهاجر في سبيل العلم، كانت البعثات التعليميه اللي بدات من عام 1830 من مصر في اتجاه باريس ورفاعة الطهطاوي وما إلى ذلك، وقت ما كان ثم حتى مسلم لا في باريس عام 1830 هو يقول هكاك. فبعدين صرنا احنا وكأن المسلمين هما اللي عندهم كل شيء واللي عندهم الحلول واللي يوريوا العالم الشيء اللي ما فنحب نسأل أنا منين جاية من الانحدار من تدهور المعنويات إلى تعالي المعنويات. الواحد يكون ولا شيء يصير هو الجاهل الأكبر وهو الذي يريد أن يسيطر. ثم أيضا معناها جانب آخر وهي أنه مش سأختم يعني أن تكوين إنسان جاهل يحتاج إلى 6 شهور 30 ساعة تقريه و6 شهور يربي لحيته، فهمت؟ بينما لتكوين إنسان يفكر كذا تحب لك 40 سنة ويربي. C'est pourquoi le Tunisien se radicalise. Est-ce qu'il y aurait une spécificité par rapport à nous en tant que Tunisiens, culturellement parlant? Parce qu'à un certain moment, on sentait qu'on était prémunis par rapport aux autres pays musulmans. À un certain moment, on pensait qu'on était un peu le pays laïque des autres pays par rapport aux autres pays arabo-musulmans. Et donc, on pensait que ce background qu'on avait, culturel, sociologique, etc., historique, a fait qu'on était quelque part prémunis. Alors aujourd'hui, on se trouve face à une réalité assez dramatique. C'est qu'on est parmi les pays qui exportent le plus les djihadistes en Syrie. Et donc c'est là ma question. On a eu des éléments de réponse par rapport à différents intervenants. Pourquoi le Tunisien se radicalise? Et je pense qu'on a beaucoup de travail à faire sur ça, mais j'aimerais bien avoir une réponse. Est-ce que la radicalisation a une identité? Est-ce qu'on a des spécificités par rapport à ça? Et juste, je vais finir rapidement. Une deuxième question. En fait, ma spécialité, je suis enseignante-chercheur en marketing à l'ISG, donc une discipline qui visiblement, on n'a rien à voir avec ça. Mais en fait, justement, tout à l'heure, on va parler de côté pratico-pratique, on a parlé de communication. Il y a un gros souci de communication. Et donc, par exemple, si on voit un peu les campagnes de communication qui luttent contre la radicalisation en Tunisie, honnêtement, je n'ai pas fait d'études empiriques là-dessus pour voir l'impact qu'elle a eu sur la cible.
mais je pense qu'elle est obsolète. C'est des campagnes complètement bateaux. Parce qu'en fait, le souci, c'est qu'il n'y a pas une étude en profondeur. Et moi, je prône, parce que là, on est tous là présents pour parler. On a tous un rôle à jouer. Et je pense que nous, en tant que chercheurs, on doit se réunir tous. Et qu'on doit travailler d'une manière pluridisciplinaire. C'est-à-dire que nous, marketeurs, on doit faire des études avec les anthropologues, les sociologues, les psychologues, pour comprendre les vraies raisons, les vraies motivations, les vrais freins pour cette radicalisation, pour ensuite pouvoir persuader. Parce que nous, en marketing, justement, le but de la communication, c'est de persuader pour changer les comportements. Mais comme vous avez dit tout à l'heure, il n'y a pas de causalité directe. On peut pas vraiment, il n'y a pas de facteur, paramètre, justement, on ne peut pas modéliser. C'est au cas par cas, c'est subjectif. Et c'est pour ça qu'on est obligé de travailler tous ensemble. Et je pense qu'il est de notre devoir de... Là, on est réunis, on devrait penser à une plateforme, à une structure là, qui réunit. Parce qu'on travaille chacun dans une sphère complètement lointaine de l'autre, et je pense que ce n'est pas du tout bénéfique pour nous tous. Et voilà, je vous remercie.